Bonjour à tous, bonjour Franck Riester. Bonjour. Vous êtes le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Et vous êtes aujourd'hui à la Provence et vous allez passer quelques jours à Marseille. Vous allez répondre aujourd'hui à 6 de nos lecteurs qui ont souhaité, pour des raisons multiples, qu'elles et ils vont exprimer dans quelques instants, échanger avec vous. Alors, avant de vous les présenter et de les présenter à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux de la Provence, Facebook, YouTube, je rappelle, Monsieur Riester, que vous avez été maire de Coulommiers, en Seine-et-Marne, que vous avez également été député depuis 2007, que politiquement, votre parcours s'est longtemps fait à droite, avant la création du parti Agir, dont vous êtes le président, qui est votre rapprochement avec la majorité présidentielle. En 2018, vous devenez ministre de la Culture, remplaçant l'Arlésienne Françoise Nyssen depuis juillet 2020. Vous êtes donc ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité dans le gouvernement de Jean Castex. Alors, de nombreuses questions arrivent de la part de nos lecteurs sur l'attractivité du territoire, sur l'Europe évidemment, sur les conséquences du Brexit, sur les chiffres du commerce extérieur, avec nos lecteurs que l'on va présenter tout de suite. Geneviève, je vous laisse présenter nos lecteurs. Geneviève Vanlede et Marguerite Degé du service économie de la Provence sont avec nous toute la matinée. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Je vais vous présenter nos 6 lecteurs qui ont accepté de venir discuter avec vous et d'échanger pendant cette période de vacances. Donc merci à eux d'avoir parfois bousculé leur emploi du temps. Donc je commence par... Alors, on va y aller de gauche à droite. Il y a Pierre-Emmanuel qui est juste derrière. Pierre-Emmanuel Casanova, qui est fondateur de la start-up aixoise Exilabs. C'est une start-up qui développe une solution pour faire transiter l'hydrogène à l'état liquide et le transporter plus facilement. C'est compliqué, mais il nous expliquera sur en quoi ça consiste. Ensuite, nous avons Jean-Yves Batman. Il n'est pas venu avec sa Batmobile, donc il fallait que je le fasse. Mais il est patron de Batimex à la Roquefort-la-Bédoule, près d'Aubagne et près de Marseille. Vous êtes spécialisé, je crois, dans le négoce d'articles pour la maison et le jardin, avec de superbes lampes LED, je crois. Mais aussi, vous êtes vice-président et bientôt président de l'APEX, qui est le premier club d'exportateurs de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons ensuite une jeune étudiante en Master 1 à Kedge Business School, notre école de commerce. Elle est également présidente d'Acced, le phare de l'entrepreneuriat, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat étudiant. Elle nous expliquera tout ça tout à l'heure. On a également... Amandine Pacheco, on ne l'a pas citée. Voilà. Pardon, Amandine Pacheco. Voilà. Ensuite, à ses côtés, nous avons Camille Pachy, qui est associée du commissaire des douanes marseillais Prologue, particulièrement concernée par les questions liées au Brexit, et pas que, j'imagine. Nous avons également Yves Delafaux, qui est président d'Africa Link, qui est une communauté transnationale d'entrepreneurs sur l'axe Afrique-Europe. Il est également cofondateur et administrateur du groupe BCI, c'est la Banque pour le commerce et l'industrie, Mauritanie, Mali, Sénégal et Guinée. Et pour finir, on a Laure Pierre Isnard, qui est la PDG de la confiserie du Roi René à Aix-en-Provence et qui fait également partie de l'association régionale des entreprises du patrimoine vivant pour la région PACA. Allez, voilà. avant de commencer ces premiers échanges avec nos lecteurs, Monsieur le Ministre, on est toujours évidemment dans l'actualité, impossible d'ignorer la campagne présidentielle qui est en cours. On sait évidemment qui vous allez soutenir. Est-ce que vous êtes un ministre en campagne, Franck Riester ? Non, je suis sur le terrain. Je suis avec les entrepreneurs qui exportent. Je suis aussi à l'étranger. Je me rends en Inde dans quelques jours. Je suis au cœur de l'organisation de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis à Marseille pendant quelques jours, vous l'avez évoqué tout à l'heure, puisque j'accueille les 26 autres ministres du commerce de l'Union européenne à Marseille pour une réunion informelle d'une journée, dès dimanche soir jusqu'à lundi soir, où nous allons parler des grands enjeux du commerce et des décisions qui sont en train d'être prises pour rendre le commerce moins naïf, plus durable, plus ouvert et plus dynamique pour notre Europe. J'ai choisi Marseille parce que Marseille est un territoire et une ville qui a toujours mis le commerce au cœur de son économie, qui est un port ouvert sur le monde, ouvert sur l'Afrique. Et c'était un beau symbole, je pense, que les ministres du commerce de l'Union européenne se retrouvent à Marseille pour parler de l'avenir, du présent et de l'avenir du commerce. Allez, on aura... Allez-y. Mais en même temps, évidemment, en tant que président de parti,
en tant que président d'Agir, je suis avec les partenaires de la majorité déjà en train de préparer la future campagne, je l'espère, du président Macron quand il aura pris la décision de se présenter, parce que les enjeux pour le pays sont tels qu'il faut se préparer à l'accompagner et lui permettre d'avoir un deuxième mandat de 5 ans. On aura d'autres questions d'actualité, d'autres questions politiques en fin de séquence. Auparavant, Geneviève, on y va pour les premières questions de nos lecteurs. On va parler du commerce extérieur et des chiffres du commerce extérieur. Juste quelques chiffres, on va pas y revenir. Je ne vais pas donner tous les chiffres, mais c'est tombé cette semaine. Donc, le commerce extérieur affiche près de 85 milliards de déficit là, en 2021. Peut-être vous allez nous expliquer pourquoi. Et je suis allée un petit peu plus dans le détail pour savoir un petit peu comment se situer là, notre région. On n'est pas parmi les mieux placés. On a évidemment Île-de-France qui est en tête, suivi de Rhône-Alpes. Mais on est même derrière Occitanie ou même Normandie. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi. Pourtant, la région a pas mal d'attractivité et de performance. Oui, alors effectivement, nous avons eu les chiffres du commerce extérieur il y a quelques jours. Notre balance du commerce des biens est en dégradation, effectivement, à 84,7 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas le record historique, c'était en 2011 avec moins 3,6% du PIB, mais ce n'est pas du tout une satisfaction. Pour autant, c'est vrai que c'est une des faiblesses de notre économie. C'est une faiblesse, mais il ne faut pas regarder le commerce extérieur que simplement en regardant les chiffres du commerce des biens, puisque le commerce, c'est aussi les services. Et là, on a des chiffres qui sont très bons, puisque nous avons un record historique à 36 milliards d'euros, ce qui est absolument, évidemment, très important, qui est un record, et qui nous permet, quand on additionne avec le commerce des biens et les revenus des filiales à l'étranger, nous met dans une situation où nous avons une amélioration de notre balance courante de 20 milliards d'euros. Alors, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'on se satisfait. A plombé, on ne se satisfait pas de ces chiffres du commerce des biens. Alors, comment il s'explique ce déficit ? Il s'explique d'abord par des raisons structurelles. Nous avons, depuis 30 ans, eu une désindustrialisation de notre pays qui a conduit un certain nombre d'entreprises à se délocaliser pour pouvoir aller dans des pays où la compétitivité du pays était meilleure et où donc leurs produits, ensuite, sur les marchés, pouvaient être plus compétitifs. Et cette désindustrialisation est le cœur de la problématique de notre commerce extérieur de biens. Pour autant, il y a des raisons aussi conjoncturelles, vous l'avez dit, l'augmentation de la facture énergétique liée à l'augmentation du coût de l'énergie, notamment du pétrole et du gaz. Deuxièmement, nous avons une croissance très forte en France en 2021, à 7% de croissance, qui est un record européen. Et ce qui a conduit quoi ? Ce qui a conduit aussi une dynamique, si je puis dire, des importations. Ben oui, parce que quand une entreprise industrielle notamment investit, elle achète des machines-outils qui sont aujourd'hui produits principalement en Allemagne, en Suisse, au Japon par exemple. Et puis deuxièmement, les carnets de commandes des entreprises industrielles sont pleins, et donc elles ont besoin de matières premières pour fabriquer leurs produits. Et ces matières premières, on le sait bien, sont importées. Et d'autre part, nous avons des consommateurs qui ont beaucoup consommé. Ça a contribué aussi, en plus des investissements des entreprises, à la croissance. Et ces consommations de biens sont aussi des biens qui viennent de l'international pour certains d'entre eux. Je pense aux biens électroniques, je pense à un certain nombre de textiles ou à certains meubles. Pourtant, donc, on a une pénurie sur certains composants. On en parlera tout à l'heure. Et donc, finalement, cette croissance économique, cette reprise dynamique, a paradoxalement accéléré les importations. Sachant qu'il y a aussi un autre élément, c'est l'effet prix. C'est-à-dire qu'il y a eu un renchérissement du prix des matières premières qui ne se retrouve pas encore dans les biens finis, les biens produits à l'exportation. Et donc on est pénalisé par cet effet prix. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles pour ce commerce de biens. D'abord, il n'y a jamais eu autant d'exportateurs en France qu'en 2021 depuis 20 ans. 136 000, on n'était que 123 000 en 2017 ou 128 000 avant la crise. Sur quel domaine ? Alors dans différents domaines, il n'y a pas un domaine spécifique, mais c'est surtout les PME et ETI qui vont à l'international. Et la résilience des entreprises à l'export est assez remarquable pendant la crise. Et il y a bien une dynamique d'entreprises qui n'étaient pas à l'international, qui osent l'international aujourd'hui. Et ça, c'est un grand motif de satisfaction. D'autre part, on voit que dans beaucoup de secteurs,
nous avons des scores qui dépassent même les scores avant crise, où les exportations sont largement supérieures à l'avant crise. Je pense bien sûr au luxe, je pense à la chimie, je pense à l'agroalimentaire, je pense à des secteurs qui, grâce à la dynamique des entreprises, ont atteint en 2021 des scores supérieurs à l'avant-crise. En revanche, on est toujours pénalisé par des secteurs qui étaient très forts à l'export. L'aéronautique notamment. À commencer par l'aéronautique, qui n'ont pas du tout retrouvé leur score d'avant-crise. Par exemple, l'aéronautique, aujourd'hui, a une activité à l'export qui ne représente que 57% de ce qu'était son activité avant la crise en 2019. Ce qui nous met du baume au cœur ou qui nous rend optimistes, c'est que le carnet de commandes de l'aéronautique est absolument rempli. Airbus notamment, mais pas seulement, a pris des commandes très importantes et donc ce sont des livraisons futures et donc des exportations futures pour l'avenir. On a un bel exemple si on prend Airbus Hélicoptère. Oui, Airbus Hélicoptère, qui est évidemment une entreprise ici de la région que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques mois. Donc pour résumer, un chiffre qui est mauvais en commerce de biens et qui est une faiblesse de notre économie. Et si on a 5 minutes, je voudrais vous dire 2 mots sur comment on s'attaque à cette faiblesse-là, mais qui est structurellement liée à la désindustrialisation du pays et d'une manière conjoncturelle qui est à la fois victime du renchérissement du coût de l'énergie et victime, si je puis dire, de la croissance dynamique qui entraîne des importations aussi dynamiques. Un mot, enfin, pour vous dire que nous n'avons jamais, en 10 ans, c'est la deuxième fois, que nous avons un commerce extérieur qui contribue positivement à la croissance. Et ça, c'est très positif, ce qui montre que notre commerce extérieur, si on prend les biens et les services, est en 2021, malgré les mauvais chiffres des biens, en dynamique très positive et contribue à la croissance. Et donc, nous allons continuer la politique que nous conduisons depuis 2017, qui vise à quoi ? Améliorer la compétitivité. Nous avons besoin de continuer d'améliorer la compétitivité du pays pour que nos entreprises soient dans un environnement plus favorable aux affaires. Nous avons baissé la fiscalité sur l'impôt sur les sociétés, sur les impôts de production de 10 milliards d'euros en 2021-2022. Nous avons réformé l'impôt sur la fortune pour faire en sorte qu'il y ait davantage d'investissements dans le capital productif. Nous avons assoupli le marché du travail, nous avons réformé l'assurance chômage, nous avons fait en sorte de simplifier la vie des entreprises. On part de très loin, il y a encore beaucoup à faire. Mais avec plusieurs lois successives qui ont permis d'assouplir les contraintes sur les entreprises. Et encore une fois, il y a encore beaucoup à faire. Et cette politique de compétitivité, elle a porté ses fruits d'ores et déjà, puisque vous le savez, la France, en 2019 et 2020, est le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers sur son sol, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni. Ce qui montre que les grands groupes internationaux, du fait de l'amélioration de l'attractivité du pays, du fait de sa compétitivité qui s'améliore, font le choix d'investir en France plutôt que dans d'autres pays, parce que c'est mieux pour leurs entreprises d'investir en France. Et puis nous avons joué sur le deuxième levier, le levier de la réindustrialisation. Il faut absolument qu'on réindustrialise notre pays. Ça passe par un dialogue avec les entreprises pour les inciter. On y reviendra peut-être tout à l'heure si vous voulez bien. On va peut-être prendre une question. Alors, attendez, juste réindustrialisation, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Troisième levier, la politique commerciale, je voudrais qu'on en reparle aussi. Et quatrième levier, très important, qui est l'accompagnement des entreprises internationales. Il y a des choses formidables qui se font ici à Marseille et dans la région, et on pourra en parler. Je vais pouvoir détailler tout ça dans le cadre On a déjà une question là-dessus. Ce qui va permettre de ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que la région n'est pas forcément bien placée en matière d'exportation, on est plutôt bien placé en matière d'importation. J'ai une question de M. Batman, peut-être, de l'APEX. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci d'être ici et merci d'être à Marseille. C'est une ville, vous savez, qui existe depuis 2600 ans. C'est la première ville européenne. Marseille est fortement ancrée dans le commerce extérieur. Et c'est ici qu'est née les premières transactions vers le reste du monde. À Marseille, il y a une quarantaine d'années, nous avons voulu fédérer tous les intérêts des exportateurs dans une association qui s'appelle l'APEX. Je vais prendre la présidence de cette association dans quelques semaines. Il y a autour de nous 3000 entreprises qui mettent en commun leur réseau, leur expérience et qui se donnent autour de multiples événements, à des réunions
des webinars en ce moment, évidemment, puisqu'on n'est pas en présentiel, des petits déjeuners, mais aussi des grands galas. Nous organisons le gala de l'international. Nous organisons également des grands congrès. Le 12 mai, et vous serez invités également, nous allons organiser un décryptage complet de ce qui s'est passé en 2021. L'année 2021 a été inscrite au tableau noir du commerce international, à tout point de vue, et on voudrait inviter autour de cette table ronde le ministre du Commerce extérieur, oui mais pas que, les banquiers, également les compagnies maritimes, également les transitaires, les douaniers, les assureurs, qui ont été malmenés également, parce qu'on a tout eu pendant cette année-là. Alors l'APEX, c'est un think tank de belles sociétés qui ont beaucoup d'expertise à mettre en commun. Cette association, elle a un avantage, c'est que tous les événements sont pratiquement gratuits. Et donc, effectivement, elle vit de subventions. La métropole a parfaitement joué le jeu depuis des années, surtout en finançant ce qu'on appelle le Be Welcome, qui est une partie, une structure de l'association qui permet d'accueillir les sociétés et surtout les chefs d'entreprise qui sont ici et qui arrivent avec leurs familles. On leur trouve des logements, on leur trouve des écoles et on les accueille ici dans le bassin méditerranéen. Donc cette association a besoin de subventions. Alors on parlait de faire rayonner l'attractivité de la région. Je pense que cette association mérite absolument qu'elle soit aidée au niveau des subventions. Je déplore profondément que, alors qu'elle nous suit depuis 40 ans, la mairie de Marseille n'a pas levé le petit doigt et depuis la nouvelle mairie, nous n'avons eu aucune subvention. Voilà. Donc je vais vous laisser la parole pour vous dire que cette association est incontournable ici à Marseille parce qu'elle fédère absolument toutes les expertises, aussi bien sur la propriété intellectuelle, elle fédère toutes les OSCI des sociétés qui souhaitent s'implanter à l'étranger. Votre question par rapport Donc ma question, Monsieur le Ministre, pourrions-nous, en tant qu'association sans but lucratif, avoir réellement, et surtout maintenant que M. Macron est à l'Europe, une aide substantielle pour faire rayonner la région. Donc là, je vous demande de l'argent, c'est clair. Des subventions de façon à aider les sociétés de la région et de Marseille à exporter. Souvent, elles ne savent pas comment s'y prendre. Elles ont besoin d'aide. On a tous les outils, on a toutes les expertises. Il nous manque simplement un petit peu d'argent pour pouvoir développer et aider ces sociétés. Merci, Monsieur le Ministre. C'est une question précise. Donc des fonds pour soutenir le commerce extérieur. Évidemment qu'il y a des fonds pour soutenir le commerce extérieur dans le cadre de ce qu'on appelle la Team France Export, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont regroupés au sein de cette Team France Export pour offrir le meilleur accompagnement aux entreprises. Et ce que dit monsieur est tout à fait juste. Nous avons besoin d'avoir non seulement l'expertise et le soutien de l'État, des collectivités, les régions sont très engagés aux côtés des entreprises pour l'exportation, mais nous avons besoin aux côtés de ces acteurs publics, de Business France, de BPI France, d'acteurs privés, les chambres de commerce et d'industrie, et tous les autres partenaires, comme des associations, comme vient de la présenter monsieur Jean-Yves, pour faire en sorte qu'il y ait un accompagnement qui est un accompagnement de partage d'expérience, d'expertise technique, de gens qui sont des praticiens de l'exportation. Et quand on est chef d'entreprise, je suis moi-même chef d'entreprise, je sais que rien ne remplace l'expérience de ses homologues, d'une certaine façon, de ses collègues, ceux qui sont au quotidien confrontés aux réalités du commerce extérieur, de ses difficultés. Et donc quand il y a des associations, des groupements qui participent à cette mobilisation générale dont on a besoin et qu'il faut amplifier dans les années qui viennent pour faciliter l'expérience à l'international des entreprises, pour les inciter à aller à l'international, pour les inciter à oser encore davantage à l'international. Beaucoup d'entreprises italiennes, allemandes sont à 60, 70, 80% de leur chiffre d'affaires à l'international, alors que souvent nos entreprises, notamment les plus petites, font le choix de l'international, mais sont limitées à 10, 15, 20% de chiffre d'affaires à l'international. Donc il faut accélérer à l'international, et ça passe souvent par
par un partage d'expérience et un accès à des informations techniques que seuls les praticiens ont. Et ça se passe en termes de financement dans le cadre de contractualisation dans la Team France Export, des contractualisations qui sont parfois annuelles ou pluriannuelles. Et donc, il faut regarder en détail avec les autres membres de la Team France Export, et je pourrais regarder ça, Jean-Yves, avec grand plaisir, de voir comment, dans l'avenir, on peut contractualiser avec votre association, qui doit faire partie à part entière de l'équipe Team France Export au service des entrepreneurs qui souhaitent aller à l'international. Il y a des relais régionaux pour cette Team France Export ? Bien sûr. Nous avons voulu, quand nous avons créé en 2018 cette Team France Export, que ça soit connecté au territoire. Et donc, le chef de fila de cette Team France Export est la région. Et donc, en l'occurrence, la région Sud, Renaud Muselier et ses équipes sont très mobilisés sur justement les exportations et l'accompagnement des entreprises internationales. Et donc, Business France est à Marseille et a d'ailleurs des services qui sont pour la France installés à Marseille pour notamment gérer les volontaires internationaux en entreprise. Vous savez, ces jeunes qui partent 2 ans à l'international, une spécificité française qui est absolument exceptionnelle, qui permet à des jeunes qui ont envie de découvrir le monde, de mettre leur énergie, leur expérience au service d'une entreprise exportatrice, de pouvoir le faire. Et les équipes qui gèrent pour la France les VE sont à Marseille. D'autre part, il y a BPI France, la banque publique qui accompagne les entrepreneurs dans leur activité, je dirais, en général et particulièrement à l'export. Et puis, il y a la Chambre de commerce et d'industrie, à la fois régionale et les chambres de commerce et industrie départementales. Il y a des conseillers du commerce extérieur de la France qui jouent un rôle, là aussi, de mentorat, d'une certaine façon. Et puis, il y a des partenaires privés, les OSCI, ou des associations, comme potentiellement dans l'avenir encore plus celle de Jean-Yves, pour apporter un service, un partage d'expérience, de bonnes pratiques, d'expertise technique au service de l'accompagnement des entreprises. On enchaîne, Marguerite. Alors, autre association très active sur le territoire quand on parle d'export, c'est Africa Link, évidemment. Monsieur Delafont, vous aviez une question, je crois, pour le ministre. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Une question dont j'en ai plein. On va essayer de le réduire un petit peu. Monsieur le ministre, le continent africain, ça ne vous surprendra pas que j'évoque ce sujet-là, est très probablement, et je dirais même certainement de mon point de vue, un prochain moteur de la croissance mondiale. C'est pour notre pays en Europe une évidence que notre avenir est lié à ce continent. Nous réécrivons depuis quelques années, je dirais depuis le discours de Ouagadougou du président de la République, une nouvelle relation à l'Afrique, plus raisonnable, plus équilibrée, en gagnant-gagnant et en regardant l'autre d'une autre façon. 2 questions. La première, cette dynamique qu'on voit se créer dans nos relations France en Europe avec l'Afrique, et en particulier dans le cadre du prochain sommet UE-UA qui se tient dans 10 jours. Comment votre ministère, comment votre gouvernement, je dirais d'une façon générale, veut poursuivre cette réécriture de notre avenir commun? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, au sein d'Africa Link, nous nous battons depuis longtemps maintenant sur l'idée que notre territoire, ce grand territoire qui irrigue la 2e ville de France, puisse être un hub naturel, légitime de la relation entre l'Europe et l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup de cette question. Vous avez raison, l'Afrique est un des grands défis et des grands enjeux pour notre pays et pour l'Europe pour les années qui viennent. En fait, nous avons 2 grands enjeux structurels, 2 enjeux cruciaux pour notre pays et notre continent, et je dirais presque pour le monde. C'est à la fois le réchauffement climatique et c'est l'Afrique. L'Afrique, 50% de la jeunesse mondiale, 50% des habitants africains ont moins de 25 ans. La jeunesse du monde est en grande partie en Afrique. Nous avons avec l'Afrique des défis considérables. Le défi démographique, le défi migratoire, le défi environnemental, le défi économique et commercial, le défi sécuritaire. Et donc l'Afrique doit être et est une des priorités absolues de notre gouvernement et de la France. Et nous en sommes convaincus de l'Europe. Et le président de la République a eu cette vision très tôt de l'importance de l'Afrique pour l'avenir de la France, de l'Europe et du monde. D'où son discours de Ouagadougou,
en disant il faut que nous puissions, avec l'Afrique, offrir à l'Afrique un avenir qui permette à tous ces défis d'être relevés. Et ça passe, vous l'avez dit, d'un point de vue commercial et économique, par un renouvellement de la relation avec l'Afrique, dans une relation plus gagnante-gagnante, dans une relation plus partagée, et avec la volonté d'accompagner l'Afrique, avec à la fois une action gouvernementale, d'État, mais aussi une action de la société civile, pour faire en sorte que nous puissions, avec la société civile africaine, nous, la société civile française et européenne, bâtir un nouveau partenariat d'avenir. C'est pour ça qu'il y a eu, lors du sommet Afrique-France, la mobilisation des sociétés civiles, que ce soit dans le sport, la culture, l'entrepreneuriat, la science. C'est pour ça que nous mobilisons beaucoup d'énergie dans la présidence française du Conseil de l'Union européenne pour que l'Afrique soit au cœur des priorités. Vous l'avez rappelé, il y a un sommet important entre l'Union européenne et l'Union africaine, qui est présidé par le Sénégal. Au cœur de ma réunion ministérielle du commerce, j'ai mis le sujet de l'Afrique, voir de comment on pouvait, dans les années qui viennent, renforcer nos liens commerciaux avec l'Afrique, faire en sorte qu'il y ait davantage d'échanges et que ces échanges soient plus bénéfiques à la fois à l'Afrique et à l'Europe, et que nous puissions bâtir des partenariats de long terme avec l'Afrique. Comment ça fonctionne? C'est d'abord financer l'entrepreneuriat africain. Nous avons besoin de financer l'entrepreneuriat africain et de bâtir des partenariats avec les entrepreneurs africains. Que nos entreprises aillent davantage, je dirais, à la conquête de marchés avec nos partenaires africains pour créer de la valeur commune, tant en Afrique que dans le monde. Et ça passe par des moyens de l'Agence française de développement, de BPI France, de Business France, de la façon de financer cet entrepreneuriat, souvent qui est un entrepreneuriat de jeunes et de femmes, pour l'avenir. Deuxièmement, c'est la formation des jeunes. Je disais que la jeunesse de l'Afrique était peut-être, enfin je ne l'ai pas dit mais je vais le dire, la jeunesse de l'Afrique, c'est sûrement la plus grande richesse de l'Afrique. Encore faut-il lui donner les moyens d'avoir un avenir prometteur. Et un des éléments clés, c'est lui permettre à cette jeunesse d'avoir une formation qualifiante qui lui permette ensuite d'avoir un avenir professionnel qui soit à la hauteur de son ambition et de ses attentes. Et nous travaillons avec beaucoup de partenaires publics et privés pour accompagner la formation des jeunes africains qui sont demandés par les entreprises françaises qui investissent en Afrique. Troisièmement, il faut absolument, je le dis d'une façon très importante, bâtir des partenariats sur le temps long. Ça veut dire quoi? Nous avons une réflexion de relocalisation dans le cadre de l'autonomie stratégique européenne et française. Nous avons une stratégie de relocalisation d'une partie de nos chaînes de valeur. Je vous disais tout à l'heure, il faut réindustrialiser notre pays. Réindustrialiser notre pays, c'est de la compétitivité et c'est une stratégie industrielle qui permet de relocaliser des chaînes de valeur qui sont aujourd'hui à l'étranger. Mais on sait bien qu'on ne pourra pas relocaliser toutes les chaînes de valeur, toutes les chaînes de production en France, parce qu'il y a parfois besoin d'avoir, dans la construction d'un produit, d'avoir des composants qui sont fabriqués à des coûts plus intéressants dans d'autres pays. Et bien, plutôt que ça soit l'autre côté du monde, pourquoi ne pas bâtir des partenariats avec des pays plus à proximité de l'Europe que l'Asie, par exemple, avec qui on a des liens historiques, des liens culturels, des liens linguistiques, parfois, comme l'Afrique, pour bâtir des coproductions, des colocalisations de production avec l'Afrique. C'est ce que nous faisons par exemple dans l'aéronautique avec le Maroc, pour l'automobile avec la Tunisie, et ce que nous pouvons faire davantage par exemple avec l'Afrique subsaharienne, dans l'agroalimentaire par exemple. Il y a une entreprise qui s'appelle l'entreprise C'est Moi, qui est une entreprise française, il y a la compagnie fruitière ici, qui est bien connue de la région, qui ont cette politique de construction de chaînes de valeur partagées avec des pays africains, avec des investisseurs africains, pour faire en sorte qu'il y ait davantage de valeur créée en Afrique et qu'ensuite nous puissions exporter ensemble à l'extérieur de l'Afrique ou à l'extérieur du pays de production pour créer la valeur ensemble. L'avenir économique et commercial avec l'Afrique, c'est de bâtir des partenariats gagnant-gagnant où nous investissons, où nous avons des retours positifs sur investissement et en même temps, en Afrique, des créations d'emplois, des créations de valeur pour pérenniser l'emploi et l'économie dans ces pays-là. Et comment on y arrive d'une façon très opérationnelle? D'abord en faisant ce que vous faites, c'est en renforçant les liens avec les entrepreneurs africains, en faisant en sorte d'aller davantage en Afrique,
Moi, j'ai fait 10 déplacements dans la dernière année en Afrique, dans un grand nombre de pays. Je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé au Sénégal, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé au Maroc, je suis allé en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie et dans d'autres pays, pour faire en sorte à chaque fois de venir avec des chefs d'entreprise, pour leur ouvrir d'une certaine façon les portes d'un certain nombre de pays, d'un certain nombre de marchés, et de créer sur place des liens entre entrepreneurs. Le business, c'est d'abord entre entrepreneurs. C'est d'abord du secteur privé avec le secteur privé. Nous, on est là pour accompagner, faciliter l'ouverture de marché, mettre en contact avec des investisseurs publics, apporter des financements, apporter des garanties pour les exportations. Mais rien ne remplace l'action entrepreneuriale des entreprises et de leurs équipes avec l'Afrique. Et ici, à Marseille, et plus largement dans la région sud, vous avez un potentiel considérable que vous utilisez déjà, la preuve avec ce que vous faites avec Africa Link, avec un certain nombre d'initiatives qui sont d'ores et déjà lancées. Mardi, j'organise au niveau national un relance export tour, c'est-à-dire une réunion spécifique pour parler d'export avec les chefs d'entreprise et les acteurs de la Team France Export, spécifiquement dédié à l'Afrique, depuis ce territoire-là. Parce que je sais bien que c'est un territoire qui naturellement est tourné vers l'Afrique et naturellement un potentiel pour développer encore les affaires avec l'Afrique. Des relations donc intrapersonnelles avec les entrepreneurs africains, des échanges et de la présence en Afrique et la constitution de réseaux depuis la France et notamment depuis la région sud. Et également, bien évidemment, mieux associer, impliquer les diasporas. Les diasporas africains sont un lien absolument essentiel pour renforcer nos liens avec l'Afrique, de par leur histoire personnelle, de par leur tropisme, de par leur connaissance bien souvent des pays. Et donc, d'une certaine façon, je souhaite qu'il y ait une mobilisation générale, là aussi, pour faire en sorte que nous renforcions d'une façon très importante nos liens économiques et commerciaux avec l'Afrique. Dans la réunion que nous allons avoir à Marseille avec les ministres du Commerce de l'Union, nous allons spécifiquement parler des questions de politique commerciale et de voir, accord commercial par accord commercial, comment on peut faciliter les échanges avec l'Afrique, mais pas à n'importe quel prix, au prix évidemment d'une concurrence loyale et au prix de davantage de durabilité, de responsabilité dans les échanges. Et ça, c'est, je crois, un point important qui nous permettra demain, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de barrières non tarifaires, c'est-à-dire de contraintes à l'exportation en Afrique, pour davantage aussi exporter en Afrique depuis l'Europe, davantage exporter depuis l'Afrique vers l'Europe plutôt que d'Asie vers l'Europe, et ensuite de faciliter la construction de partenariats sur le long terme, notamment de chaînes de valeur communes avec un certain nombre de pays africains, du nord de l'Afrique ou de l'Afrique subsaharienne. Allez, on va enchaîner par d'autres questions. Justement, pour renforcer notre commerce extérieur, une question d'Amandine, notre étudiante de Subdeco. Oui, bonjour à tous. Ma question, c'était, selon vous, quelles sont les pistes exploitables à notre niveau pour améliorer le bilan de notre commerce extérieur qui est aujourd'hui en difficulté? D'abord, encore une fois, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit de conquête de l'international. Il faut oser l'international. Il faut se dire que les relais de croissance de notre pays sont pour beaucoup à l'international, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Nous avons une croissance mondiale très forte. Nous avons beaucoup de pays qui sont en attente de France. La France a une image exceptionnelle à l'international. La France est reconnue pour ses savoir-faire dans un grand nombre de domaines. Et donc il y a une envie de France. Et donc il faut que soit dans un état d'esprit de conquête de l'international, de nous projeter encore davantage à l'international. C'est évident, ce n'est pas simple, ça nécessite une stratégie, ça fait parfois peur d'oser l'international. Mais il n'y a pas de taille minimum pour être à l'international, pour se projeter à l'international. Il n'y a pas de durée de vie de son entreprise minimum pour aller à l'international. Au contraire, quelle que soit sa taille, quelle que soit l'ancienneté de son entreprise, il faut toujours penser international. Le marché, il est monde aujourd'hui. Il est plus simplement Marseille, région sud, France, Europe, il est monde. Et il faut donc penser tout de suite à l'international quand on est une entreprise, une PME, une ETI, une jeune pousse, une start-up. On doit penser international tout de suite, dès la conception même de la stratégie. Cet état d'esprit de conquête de l'international, c'est à chacun et à chacune de l'avoir. Ensuite, il faut vous donner les moyens, vous les entrepreneurs, de pouvoir être dans une concurrence loyale
avec les concurrents du monde entier. Et pour ça, il faut vous donner les moyens d'innover, il faut vous donner les moyens d'investir, il faut vous donner les moyens de ne pas avoir de contraintes administratives trop lourdes, il faut vous donner les moyens de ne pas avoir une fiscalité pénalisante, il faut vous donner les moyens de pouvoir aller exporter avec des outils, des assurances, des financements à l'international. Et donc, compétitivité, stratégie industrielle avec notamment l'accompagnement dans les investissements pour avoir des innovations, les nouvelles technologies, les nouvelles savoir-faire. Une politique commerciale qui est moins naïve, plus ferme, qui vous permet de mieux vous défendre face aux pratiques déloyales d'un certain nombre de partenaires commerciaux de l'Europe qui créent une concurrence déloyale avec les entreprises françaises ou européennes. Et puis enfin, continuer de mettre des moyens, de structurer la Team France Export et de vous donner les moyens. On a mis beaucoup de moyens pendant la crise pour accompagner les entrepreneurs. Ce qu'on appelle le plan de relance export, avec des chèques relance export qui permettaient de baisser le coût de prospection physique ou digitale des entreprises. On a aujourd'hui ce chèque relance qui permet de financer la formation des équipes à l'export, de permettre de traduire, de financer la traduction des plaquettes commerciales ou des sites internet à l'export. Nous avons mis des moyens pour mieux financer l'export avec le doublement des FASEP. Je sais que certains ici connaissent ce qu'est ce mode de financement. C'est un mode de financement qui permet vraiment d'accompagner les innovations à l'international pour les entreprises. Nous avons sécurisé les financements assurantiels export avec des garanties lourdes de l'État pour accompagner ces garanties à l'international. Nous avons soutenu l'envoi de VIE à l'international, je le redis, c'est absolument clé de permettre à une jeunesse d'aller à l'international faire ses premières armes professionnelles. Alors justement, parce que là, vous évoquez des et donc il faut continuer d'amplifier. Pardon, je finis juste. Il faut continuer d'amplifier ces moyens, donner les moyens aux entreprises concrètement dans leur action d'exportation de pouvoir le faire efficacement. Compétitivité, industrie, réindustrialisation, politique commerciale moins naïve. Je vous donnerai un exemple juste après. Et accompagnement des entreprises à l'international avec des moyens. Une team de France Export mobilisée et prenant le plus possible, je dirais, d'énergie et de savoir-faire auprès des praticiens de l'export. Et puis quatrième point, bien évidemment, quatrième point, c'est le plan de relance export, c'est-à-dire des moyens concrets pour les entreprises. Et avec cet état d'esprit que nous devons avoir ensemble, une mobilisation générale de tous pour aller à l'international, oser l'international, pour que les grands groupes jouent plus collectif. Nous avons des grands groupes, malheureusement, parfois, qui ne jouent pas suffisamment collectif avec les autres entreprises, qui ne prennent pas assez de PME ou d'ETI pour les emmener à l'international. Eh bien, cet esprit collectif, j'ai essayé de le traduire en créant l'équipe France Business. L'équipe France Business, c'est quoi? C'est tous ces acteurs, petits ou grands, qui sont installés en France ou à l'international et qui ont, d'une certaine façon, contribué au rayonnement de la France d'un point de vue économique dans le monde. Les PME exportatrices, les ETI exportatrices, les filiales de grands groupes qui sont installés à l'international, des Français qui sont des cadres ou des dirigeants d'entreprises étrangères et qui sont dans un certain nombre de pays et qui ont envie de contribuer à ce que la France rayonne davantage en matière économique. Et puis il y a ces Français, et je suis sûr que Yves et Jean-Yves les connaissent bien, qui sont des Français qui ont créé une entreprise de droit local dans les différents pays et qui veulent faire partager leur connaissance du pays, leur réseau, leur expérience aux exportateurs français. Tout ça, c'est l'équipe France Business. Et cette mobilisation générale, il faut que chacun et chacune l'ait en tête parce que nous ne gagnerons que comme ça. Nous avons notre part de responsabilité énorme au niveau de l'État. Mais c'est aussi un état d'esprit collectif, individuel et collectif, qui permettra de faire la France un champion de l'export dans les années qui viennent. Marguerite. Mais tous ces dispositifs, ils ne sont pas vraiment adaptés aux étudiants. Je ne suis pas sûre que ça leur parle, la Team France Export. Comment vous donnez le goût de l'export et de l'international aux étudiants ? Alors vous avez raison, il faut sûrement aussi, dans cette mobilisation générale, que les formations soient plus à permettre une expérience ou une acquisition de savoir-faire ou de connaissances autour de l'international et l'export. J'ai moi-même fait une école de commerce international quand j'étais étudiant et je sais à quel point c'est utile ensuite quand il s'agit de se confronter
au commerce international de connaître les codes, de connaître les techniques, de parfois avoir une expérience à l'international. Et donc c'est vrai que nous sensibilisons les écoles de commerce, les universités, les écoles de techniciens à proposer ou amplifier leur formation aux questions du commerce international. Deuxièmement, je le disais tout à l'heure, c'est donner l'opportunité aux jeunes qui ont envie de tenter l'expérience de l'international de le faire. Le VIE, on met des moyens considérables pour inciter les entreprises à envoyer ces jeunes à l'international. Avec le chèque VIE, qui est prolongé d'ailleurs comme le chèque relance jusqu'à la fin d'année 2022, pour permettre aux jeunes de passer 2 ans à l'international. D'avoir une entreprise ici à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône ou dans la région sud, qui a envie d'amplifier son activité à l'international aux États-Unis, au Canada, en Afrique ou en Europe, de pouvoir le faire en s'appuyant sur des jeunes qui, forts de leur expérience, je dirais, universitaire, forts de leur formation, mais surtout forts de leur ambition et de leur énergie, de pouvoir accélérer ou s'installer à l'international. Et CVIE, c'est un programme formidable, et moi j'appelle les jeunes qui ont envie de cette expérience internationale d'aller sur le site de Business France pour regarder les opportunités de VIE. On a encore des VIE qui ne sont pas satisfaits parce qu'il nous manquons encore de jeunes qui font le pari de l'international, donc osons l'international, et je le dis systématiquement, et Jean-Yves qui m'a déjà vu dans une réunion où je parlais avec les chefs d'entreprise qui exportent, je sensibilise en permanence, grands groupes, PME, ETI, à prendre des VIE, parce que s'appuyer sur la jeunesse pour son ambition internationale, je crois que c'est absolument non seulement nécessaire, mais utile pour les entreprises et pour les jeunes. Allez, le temps passe vite, Monsieur le Ministre. On va essayer d'accélérer un peu les questions, les réponses aussi. Je suis un peu, oui. On enchaîne, on va essayer d'accélérer un petit peu. Plus court. On va basculer sur Marguerite. un autre sujet. Quand on parle commerce international, rentrons un petit peu dans la technique, dans la logistique. Je crois que Camille Pachy avait une question au sujet de la fluidité portuaire et de comment ça peut impacter le commerce international. On vous écoute. Allez-y. Alors Camille Pachy, donc moi je suis associée et collaboratrice chez Prologue. Prologue, pour vous situer, on est une société indépendante d'origine marseillaise et familiale puisqu'elle a été fondée par mon papa, donc Jean-Pierre Pachy, et mon frère Daniel Pachy qui aujourd'hui est PDG de la société. Nous sommes une 50aine de collaborateurs et nous sommes représentés dans 6 sites en France. On réalise cette année 35 millions de chiffre d'affaires. Et nos clients sont principalement donc, des exportateurs et importateurs français et internationaux. Depuis une dizaine d'années, on observe des frottements à la fluidité du passage portuaire, en particulier sur les effectifs et les plages horaires des inspections sanitaires. Si on renforçait ces effectifs et ces conditions de travail, cela pourrait induire, notamment à Marseille et Fos, mais aussi en France, des emplois, peut-être des centaines, voire des milliers d'emplois supplémentaires en France. Ma question, c'est est-ce que l'on peut imaginer que cet enjeu soit traité au niveau interministériel et avec notre participation ? Et quelles seraient vos aides pour initier un tel groupe de travail ? Oui, évidemment. Vous savez... Pour pouvoir améliorer les dispositifs publics, il faut toujours être en contact avec la réalité du terrain. Il faut toujours écouter ceux qui sont les praticiens des activités dont on a la charge. Et en ce qui concerne le commerce extérieur, je suis toujours en contact avec des chefs d'entreprise que je rencontre sur le terrain, en France ou à l'international, pour me nourrir de leur expérience et de voir comment on peut améliorer les dispositifs. Par exemple, nous travaillons avec Olivier Dussopt à la simplification des démarches douanières pour les exportations B2C, notamment de vins et spiritueux, vers l'Europe, qui est un des problèmes pour beaucoup de producteurs de vins et spiritueux que vous avez beaucoup ici dans la région, et qui souvent ont des problèmes pour les questions fiscales avec les pays d'accueil de leurs exportations. Et donc on travaille à une numérisation de ces contraintes et une simplification avec l'Europe. Ça prend du temps, mais on avance bien et je pense avoir des bonnes nouvelles à très court terme. Et ça, je m'en suis aperçu en contact avec les acteurs de terrain. Et donc, avec grand plaisir, constituer un groupe de travail spécifique pour parler des questions dont vous avez spécifiquement l'expérience, sachant que ça s'inscrira bien dans le plan d'action du gouvernement en matière d'amélioration de la compétitivité des ports. Les ports sont dans une concurrence européenne et mondiale absolument terrible, difficile,
Et donc nous devons améliorer la compétitivité de nos ports, les rendre effectivement plus compétitifs et qui permettent d'offrir un meilleur service à un coût maîtrisé. Et ça, ces ports, cette compétitivité des ports passe aussi par une connexion logistique avec le reste du pays et le reste de l'Europe, que ce soit à travers les réseaux ferrés, que ce soit à travers les routes, que ce soit à travers l'aérien, enfin bref, l'interconnexion des ports avec les réseaux logistiques est aussi une des priorités de ce plan d'action sur les ports. Et donc avec très grand plaisir, il se trouve que je me suis rendu au Havre, je me suis rendu à Dunkerque, plusieurs fois à Marseille, pour comprendre avec les autres ministres, parce que vous avez raison, c'est interministériel, il y a le ministre des Transports, il y a le ministre des Finances, il y a le ministre de la Collectivité territoriale, il y a évidemment la ministre de la Mer, donc c'est vraiment une problématique interministérielle prise en charge directement par le Premier ministre, dans le cadre d'une coordination interministérielle sur ces questions-là, en lien avec les acteurs professionnels et les fédérations professionnelles. Et donc, avec grand plaisir, parler de ces questions-là. Et vous avez raison, le commerce international a été grandement, et d'ailleurs Jean-Yves l'a évoqué tout à l'heure, perturbé depuis le début de la crise Covid. Et particulièrement en 2021. Pourquoi ? Parce que d'abord, évidemment, la crise Covid a perturbé les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur. Il y a des pays qui ont été fermés, d'autres qui se sont rouverts. Il y a eu à un moment donné la suppression de production, donc une absence de biens produits ou de matières premières disponibles sur les marchés. Et donc un problème de disponibilité finalement de biens. D'autre part, il y a des contraintes sanitaires dans les ports notamment, mais pas seulement dans les ports, dans toute la chaîne de logistique qui rallonge les délais, les complexifie et les renchérit. Ensuite, il y a eu la croissance est repartie très très fort. Et donc, il y a eu une demande très forte qui a créé vraiment des tensions sur la capacité des transporteurs maritimes à pouvoir fournir, notamment en conteneurs et en nombre de bateaux. Avec le doublement des prix des conteneurs, quand même, qui a impacté les entreprises régionales fortement. Évidemment, après, ça a des conséquences sur le prix. Mais la raison, c'est qu'il y a aussi eu une telle demande que dans le cadre de la règle de l'offre et la demande, il y a eu des manques de containers très importants. Ensuite, il y a toujours, et j'en ai eu l'occasion quand je me suis rendu aux États-Unis d'en discuter avec un conseiller de Biden, des gros problèmes d'embouteillage, si je puis dire, dans les ports américains, notamment à l'ouest, le port de Los Angeles, qui est un nœud complètement bloqué, qui perturbe énormément le commerce maritime du monde entier. Et donc effectivement, à la clé, à la fin, des conséquences très lourdes pour les importateurs et les exportateurs en termes de prix, en termes de délai, en termes aussi de qualité des délais annoncés. Et c'est vrai que ça a été c'est toujours un des grands handicaps du commerce international aujourd'hui. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans le monde entier. Et les réponses sont très complexes parce qu'elles sont des réponses globales, avec une crise sanitaire qui continue d'être très présente en France, mais aussi dans le reste du monde. Et donc on ne voit pas une amélioration à court terme de ces problématiques de transport maritime. Et ça passera sûrement dans l'avenir par une meilleure régulation du transport maritime. Ça passera par aussi le fruit des investissements que font ces grands fretteurs maritimes. Et vous en avez un qui est un acteur mondial de premier plan ici avec CMA CGM, qui investit massivement depuis maintenant plusieurs mois pour renforcer sa capacité à répondre à la demande mondiale. Et puis ça passera aussi, on l'espère, par une amélioration de ce qui se passe dans les ports américains. L'administration américaine mobilise beaucoup d'argent et d'énergie. On espère que là, pour le coup, dans quelques mois, on aura des résultats qui permettra de fluidifier un peu ce commerce maritime international. Allez, on referme ce chapitre sur le commerce extérieur. Enfin, pas tant que ça, puisqu'on va parler Brexit. On va parler Brexit. On ne peut pas parler de commerce extérieur sans parler des relations entre les pays européens. Et évidemment, comment le Brexit a-t-il impacté les échanges des entreprises françaises, mais surtout régionales, avec les entreprises anglaises ? La question, c'est que, évidemment, on le savait, le Brexit complexifie les échanges commerciaux avec le Royaume-Uni. Ça se revoit dans les chiffres. Nous avons des échanges moins nombreux avec le Royaume-Uni. Ce qui est pas rassurant, si je puis dire, c'est que nous n'avons pas encore toutes les contraintes douanières
que nous aurons à la fin de l'année 2022, parce que le Royaume-Uni n'a pas encore mis toutes les contraintes douanières et sanitaires qu'ils vont mettre en place courant 2022. Et donc, c'est vrai que c'est plus compliqué pour les entreprises d'échanger. Nous sommes mobilisés avec les douanes, avec Business France, avec les professionnels pour voir comment, de notre côté, on peut assouplir, simplifier au maximum la vie des entreprises, côté européen et côté français. Avec objectivement des résultats, il y a eu une petite perturbation au début de l'année 2021, maintenant ça va beaucoup mieux côté français et côté européen, mais s'il faut faire encore mieux, on fera encore mieux. Et ce qu'on peut constater, c'est que nous avions historiquement un excédent très important avec le Royaume-Uni. On exportait davantage qu'on importait. C'est toujours vrai, mais c'est moins vrai, notamment parce que nous importons des hydrocarbures du Royaume-Uni dont le prix augmente d'une façon très importante. Et donc c'est vrai qu'il y a une accélération, il y a une hausse des importations importantes en provenance du Royaume-Uni, ce qui crée une baisse de notre excédent avec le Royaume-Uni. Et donc l'avenir, c'est en France et en Europe de simplifier toujours et encore la vie des exportateurs et des importateurs. Est-ce qu'on a des chiffres, juste une question par rapport aux entreprises qu'on aimerait faire venir d'Angleterre pour pouvoir les installer sur notre sol français ? Alors, nous avons constaté, avant même l'entrée effective du Brexit, c'est-à-dire avant début 2021, l'arrivée d'entreprises, pas spécialement anglaises, mais d'entreprises internationales qui ont souhaité s'installer en France plutôt que rester au Royaume-Uni, en France ou en Europe, pour pouvoir bénéficier du marché unique sans les contraintes effectivement d'importation et d'exportation. Alors, les chiffres sont compliqués à obtenir, mais c'est plusieurs centaines, voire milliers d'entreprises ou de filiales qui ont pris la décision de s'installer en France, que ce soit dans le service financier ou dans le secteur industriel. Et on voit aujourd'hui qu'une des raisons de l'attractivité de la France en matière d'investissement étranger sur son sol, c'est justement des investisseurs qui parfois avaient l'habitude d'investir au Royaume-Uni et qui ont réfléchi vers l'Europe continentale leurs investissements et particulièrement en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui la France, je vous le disais, est en nombre de projets d'investissement devant le Royaume-Uni, ce qui n'était pas le cas pendant de nombreuses années où les investisseurs étrangers choisissaient plutôt le Royaume-Uni. Marguerite. Très rapidement, parce qu'on est un petit peu en retard sur le timing, je crois. Je voulais savoir si Camille Pachy souhaitait réagir sur ce qui a été dit par rapport au Brexit. C'est vrai que chez Prologue, le Brexit, ça vous a concerné, c'était un sujet de tous les jours ces derniers mois. Nous, c'est vrai que le Brexit, ça a représenté des opportunités, mais un fort développement aussi pour notre activité, puisqu'on est déclaré en douane. Alors nous on a été plutôt satisfaits en tout cas de comment ont été menées cette transition et cette préparation à l'échéance. Je pense qu'on peut en être fiers parce que voilà, les autorités ont fait les choses pour nous préparer de la meilleure des manières. Moi j'avais une question, c'est vrai que les choses ont été bien faites, mais il persiste en fait des instabilités dans nos relations avec les Royaumes-Unis, notamment sur leur comportement en mer d'Irlande, concernant les licences de pêche. À l'heure où aujourd'hui le président Macron est à l'Union européenne, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet-là ? Et est-ce que vous auriez des réponses à nous apporter sur les sociétés qui sont nos clients et qui sont touchés par cette instabilité et qui cherchent de la stabilité à long terme, justement ? Bon. Les Anglais ont pris la décision de quitter l'Union européenne, on en a pris acte, on a souhaité négocier avec eux pour que la relation future soit la plus bénéfique pour nos entreprises dans l'avenir, parce qu'on voit bien que nous avons des échanges nombreux avec le Royaume-Uni. Ça passait notamment par un accord de libre-échange le plus fluide possible, sans droit de douane et sans quota, mais on a négocié pour que ça ne soit pas à n'importe quel prix, et notamment pour qu'il n'y ait pas à terme la concurrence déloyale organisée par le Royaume-Uni pour venir nous concurrencer d'une façon déloyale. Et c'est ce qui est dans cet accord de relations futures. Et donc nous serons très fermes sur le respect par le Royaume-Uni de l'accord qui a été signé. C'est une question de principe et c'est une question aussi de défense des intérêts des entreprises européennes. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à de l'assouplissement d'un certain nombre de mises en œuvre pratiques de cet accord, et notamment en mer d'Irlande. On sait bien, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a accepté de mettre en place un dispositif spécifique entre l'Irlande et le Royaume-Uni, que la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande est un sujet absolument sensible
plus que sensible. C'est un sujet absolument crucial pour la paix en Irlande. Et donc nous avons accepté un dispositif qui fait que, vous le connaissez bien, que les contrôles douaniers vers l'Irlande sont faits non pas entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, c'est-à-dire entre le Royaume-Uni et l'Europe à travers cette frontière, mais dans la mer du Nord, dans la mer d'Irlande du Nord. Et donc, c'est un accord qui est absolument clé et que nous voulons voir respecté. Pour autant, nous avons dit au Royaume-Uni que nous étions prêts à assouplir ou à mettre en place des dispositifs qui permettent que les choses se fassent de la façon la plus fluide possible. Et donc, et c'est la même chose pour les pêcheurs. Nous voulons absolument que les licences dues aux pêcheurs français soient obtenues. Nous avons pratiquement obtenu toutes les licences, mais il en reste certaines et nous ne lâcherons pas. Nous voulons que les Anglais respectent leur accord. Nous ne sommes pas fermés à des dispositions d'assouplissement, mais nous sommes fermes sur le respect de cet accord. Allez, tout ça nous amène tout naturellement à l'Europe, Geneviève. On reste toujours en Europe. L'Europe, c'est aussi des fonds européens qui accompagnent de vastes programmes et de vastes filières comme l'hydrogène. Je crois que Pierre-Emmanuel Casanova a une question là-dessus. Oui, merci. Merci, Monsieur le Ministre. Et merci aussi à la Provence de nous donner la parole face justement à nos dirigeants. Donc oui, comme vous avez cité pas mal de mots qui me font plaisir. Bon, dans un premier temps, la diaspora, vous étant en Corse, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est pas le sujet aujourd'hui. Non, vous avez cité la chimie, la réindustrialisation. Alors rapidement, comme le disait Geneviève, c'est un peu compliqué ce que nous on a développé, mais en tout cas on facilite le transport de l'hydrogène grâce à un vecteur unique au monde. En fait, ça relie tout ce que vous avez dit, la chimie, la réindustrialisation, l'énergie, parce que finalement aujourd'hui le vecteur énergétique de demain, ça sera sûrement l'hydrogène. L'Europe aujourd'hui nous a particulièrement bien financés. C'est un petit peu moins le cas au niveau local, enfin je veux dire en tout cas français. Localement, on est très soutenu par la région, donc d'ailleurs on les remercie. L'Europe, c'est une très belle chose pour nous qui sommes des startups en scale-up. Pour moi, il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est votre domaine de compétence, mais on parle beaucoup de commerce extérieur, on parle beaucoup d'attractivité du territoire. Moi, je vais vous parler franchement. Aujourd'hui, on a une start-up qui commence à être assez reconnue dans le monde de l'hydrogène. On a l'EIC Accelerator, qui est l'un des gros financeurs européens, qui nous a fait des propositions de subventions et on est très financé par l'Europe. Aujourd'hui, l'attractivité du territoire, elle doit aussi se faire pour les startups et les boîtes qui sont développées sur votre territoire. Comment vous pouvez, quelles sont les visions que vous avez pour nous retenir en quelque sorte? Alors, je ne vous dis pas de nous retenir nous, je ne vais pas vous demander de l'argent, quoique si vous en avez, un peu pourquoi quand pas. Même, oui, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est pas une honte. Non, il y a des sujets qu'on pourra aborder ensemble là-dessus. Non, la vraie vision, c'est voilà, comment des startups comme les nôtres, qui sont vraiment des visions, qui sont des startups européennes aujourd'hui, quels sont les dispositifs, quelles sont les dispositions, quelles sont les visions que vous avez, vous, pour continuer à développer cet écosystème local qui, demain, sera de toutes les façons un écosystème européen et qui, de toutes les façons, va ensuite travailler sur le commerce extérieur. Comment les aider à rester sur le territoire? Comment répondre vite à une question aussi large? Bon, l'énergie, vous avez vu, juste un mot sur l'énergie. Vous avez vu que le président de la République a annoncé la stratégie pour les 20-30 ans qui viennent en matière énergétique, qui passe par baisser la consommation, par faire des économies d'énergie. Deuxièmement, qui passe par le nucléaire. Et troisièmement, par le développement des énergies renouvelables. Bon. Et l'hydrogène, évidemment, est au cœur de ces priorités-là. La France va mobiliser 9 milliards d'euros dans les années qui viennent pour l'hydrogène, 7 milliards d'euros qui est dans le plan hydrogène et 2 milliards d'euros au sein de France 2030 spécifiquement pour l'hydrogène, parce qu'on est convaincu que c'est évidemment une énergie d'avenir. Ensuite, si on regarde la question des startups. Les startups, c'est une des priorités du président de la République depuis son accession à l'Élysée. Et aujourd'hui, on a des résultats, on a des licornes comme peu de personnes auraient imaginé qu'on en ait en 2022. On a 3 ans d'avance sur l'objectif des 25 licornes, on en a 26. On a des levées de fonds de plus en plus importantes pour les startups parce qu'aujourd'hui, l'accès au financement est de plus en plus facilité pour les startups. Il y a toujours ici ou là, effectivement, des étapes ou des moments dans la vie d'une start-up où c'est un peu plus difficile, plus difficile, mais quand même, d'une façon, je dirais, globale, les start-up français ont un accès au financement beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Ensuite, il faut l'accès
à l'accompagnement, à l'innovation et à la recherche. Et c'est pour ça que le président a souhaité, parce qu'il est conscient de ce que vous avez dit, de ce que vous dites, c'est-à-dire que les dispositifs jusqu'à présent d'accompagnement à la recherche et l'innovation étaient plutôt tournés vers les grands groupes ou les entreprises déjà bien établies et pas suffisamment sur les startups. Et dans France 2030, justement, il y a des dispositifs spécifiques pour tourner directement ces moyens vers les innovations dans les startups. Et donc il faut continuer d'amplifier ça parce que rien n'est possible sans l'innovation. Et l'innovation, on sait que de plus en plus, ce sont dans les startups qu'elle se fait. Et donc on veut mettre des moyens. Puis troisième point, il y a l'attractivité pour les talents. Parce que souvent pour les startups, pour avoir une taille plus importante, pour scaler, ont besoin de talents, des femmes et des hommes compétentes pour répondre à leurs besoins dans l'entreprise. Et cette attractivité, elle passe par cette capacité de la France à maintenir les jeunes qui sont formés, notamment dans les secteurs technologiques en France, en leur donnant des possibilités d'évolution et de carrière en France. Et le fait qu'il y ait une vitalité des startups en France crée aujourd'hui mieux les conditions pour maintenir les jeunes en France. Rappelons-nous, il y a une dizaine d'années, un jeune qui voulait réussir ou avoir une carrière professionnelle dans le secteur technologique, il pensait qu'il y a une chose, aller aux États-Unis, dans la Silicon Valley, aller au Canada, aller en Australie. Ben, c'est plus vrai. Les jeunes Français, dans leur majorité, ils savent qu'en France, il y a des startups qui peuvent répondre à leur envie de vivre cette expérience d'une startup ou d'aller travailler dans le secteur des nouvelles technologies ou de l'énergie. Et il faut aussi en attirer d'autres. Et l'attractivité pour les talents, c'est un écosystème favorable à l'accueil de ces talents. Ce sont aussi de la qualité de vie. Et s'il y a bien une région qui a une qualité de vie exceptionnelle, toutes les régions de France ont une très grande qualité de vie, mais vous avez des atouts ici dans cette région pour contribuer à améliorer encore l'attractivité de vos entreprises. Parce que quelqu'un qui travaille dans une start-up, il y a sa vie professionnelle, il y a ses salaires, mais il y a aussi sa qualité de vie. Et il y a aussi quel est le sens que donne l'entreprise à son business. Est-ce qu'il y a une dimension de bien commun ou pas? C'est le fameux Tech for Good qui compte pour les talents. Et donc on essaye de mieux faire savoir finalement, avec les régions, avec les territoires, que notre pays est un pays dans lequel il fait bon vivre, parce qu'on a des services publics, parce qu'on a des paysages, parce qu'on a un urbanisme maîtrisé, parce qu'on a une sensibilité sur les biens communs de l'humanité sûrement supérieure à d'autres pays. Et donc, fiscalité, compétitivité du pays dans son ensemble, financement pour les startups, accès au financement pour vous accompagner dans votre recherche et votre innovation et vous aider à attirer les talents français ou les talents de l'extérieur. Dernier point, parce que je sais que je suis trop long dans mes réponses, nous avons mis en place récemment, avec Cédrico et Marlène Schiappa, un dispositif justement facilitateur pour attirer les talents de l'étranger vers la France, qui s'appelle Welcome to la French Tech, et qui permet de simplifier toutes les démarches administratives, de donner de l'information et d'accompagner les talents étrangers ou français qui veulent revenir en France pour travailler dans vos entreprises, de le faire plus facilement. Très bien. Allez-y. On va sauter une question parce que vous avez déjà répondu à des questions qu'on voulait poser. Ou deux ou trois peut-être. Moi, tout à l'heure, vous en parliez, je voudrais parler avec vous de relocalisation. Comment faire pour relocaliser nos industries essentielles? Je peux parler de tout ce qui est microélectronique. On a vu qu'il y avait des pannes de cartes électroniques, de semi-conducteurs, etc. Comment jouer l'Europe, la France là-dedans? C'est quoi notre stratégie pour demain? On savait qu'il y avait une désindustrialisation du pays et ça a été particulièrement visible pendant la crise Covid avec la difficulté de s'approvisionner en des biens qui nous semblent essentiels et pas si compliqués à fabriquer comme un masque. Bon. Et là, on a tous pris encore plus conscience qu'il fallait accélérer la réindustrialisation du pays et relocaliser une partie de nos chaînes de valeur, c'est-à-dire nos productions de produits, en France, pour ne plus être dépendants. Alors ça passe par la relocalisation en France, et je vais y revenir, mais ça passe aussi par la diversification de nos fournisseurs, ne pas simplement avoir un seul pays fournisseur de masques, mais aussi en avoir d'autres, de masques ou d'autres produits qui sont des produits que nous importons, de constituer des stocks stratégiques
on a vu qu'on n'avait pas de stock stratégique de masques, ou alors les masques, certains masques dont la date de péremption était dépassée. Et c'est aussi recycler davantage les produits. Quand on les a produits, si on l'a sur le territoire, si on peut le recycler, pourquoi ne pas recycler davantage? Alors ça ne se prête pas pour les masques, mais ça se prête pour d'autres produits. Donc diversifier nos fournisseurs, faire des stocks stratégiques, mieux recycler les produits et relocaliser. Et cette relocalisation, elle passe par cet état d'esprit qu'il faut insuffler à tout le monde. Ça passe par l'amélioration de la compétitivité. Ça passe aussi par un accompagnement pour les entreprises qui font le choix de relocaliser. Et c'est pour ça que dans le plan France Relance, nous avons mis des moyens pour accompagner des entreprises qui voulaient relocaliser une partie de leur chaîne de production. Et c'est le cas. Nous avons, je crois, près de 1000 entreprises accompagnées qui ont un projet très précis de relocalisation de leur chaîne de production. Et il faudra continuer cet effort-là. Je vais vous donner un chiffre. Nous avons importé en 2020 pour, tenez-vous bien, 6 milliards d'euros de masques. En 2021, c'est plus que 900 millions d'euros d'importés de masques. Alors, c'est parce qu'il y a eu une baisse du prix du masque entre 2020 et 2021, mais c'est surtout parce qu'on ne fabriquait en France en 2020 que 4 millions de masques. On est passé à 100 millions de masques fabriqués en 2021. Eh bien, vous avez tout compris. Si on fabrique davantage en France, d'abord, ça crée de l'emploi local, ça crée l'activité locale, ça permet aussi de faire fonctionner d'autres entreprises et en même temps, ça nous évite d'importer. Et en évitant d'importer, ça joue positivement pour ma balance du commerce extérieur. Et donc ça, c'est bien. Et alors, il faut mettre des moyens spécifiques avec des projets concrets et encore une fois, repartir sur ce que je vous ai dit, compétitivité, réindustrialisation, avec une stratégie industrielle d'accompagnement de l'innovation et de la recherche, politique commerciale moins naïve. Je voudrais vraiment en parler à un moment ou à un autre très rapidement, mais je veux vraiment en parler parce qu'il y a un changement de paradigme qu'aujourd'hui nos compatriotes n'ont pas encore conscience totalement, mais c'est absolument décisif ce qui se passe en matière de politique commerciale européenne et de continuer de donner les moyens à nos entreprises, notamment en matière d'attractivité des talents pour leurs besoins de recrutement, qui est aujourd'hui des grandes difficultés de nos entreprises, en plus des difficultés d'approvisionnement en matières premières, c'est la question de l'accès aux ressources humaines, aux gens qualifiés pour satisfaire aux demandes qui sont les demandes des entreprises aujourd'hui en matière de recrutement. Alors, comme on va manquer de temps, je vous propose en 1 minute top chrono de nous parler de la politique commerciale européenne parce qu'on va passer sur notre séquence sous l'influence française et notamment du volontarisme, grâce au volontarisme du président de la République, on a changé le paradigme de la politique commerciale européenne qui change radicalement. La politique commerciale européenne est beaucoup plus ferme et plus durable. Plus ferme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met fin aux pratiques, on veut mettre fin aux pratiques déloyales et on a commencé à le faire, qui sont des pratiques auxquelles sont confrontées nos entreprises au quotidien. Par exemple, je vous donne un exemple qu'on va discuter lundi avec mes homologues, c'est l'absence de réciprocité dans l'ouverture des marchés publics. Nous ouvrons nos marchés publics à 95% de nos marchés publics sont ouverts aux entreprises du monde entier. Nous n'avons, nous, entreprises européennes, qu'accès qu'à 50% des marchés publics du monde. Et dans un certain nombre de pays, je pense au Japon, je pense aux États-Unis, c'est que 30%, et pour la Chine, c'est quasiment rien. Et bien on dit ça suffit, on ne peut plus continuer comme ça. Donc on est en train de voter, négocier avec le Parlement et la Commission et les États membres, un instrument juridique, un outil qui va nous permettre soit de forcer l'ouverture des marchés publics de tous les pays du monde, faute d'ouverture, à ce moment-là, nous refermerons nos marchés publics aux produits qui sont fabriqués dans des pays qui n'ouvrent pas leur propre marché public. Pareil sur les subventions. Nous avons aujourd'hui des entreprises étrangères qui bénéficient de subventions qui leur permettent de pouvoir gagner des marchés publics, pouvoir racheter des entreprises européennes qui sont des fleurons, petites, moyennes ou grandes entreprises, avec de l'argent public. Eh bien, dit maintenant, ça suffit. On va avoir un instrument anti-subvention distorsive qui va nous permettre de bloquer ce type d'opération. Et ça, c'est de dire aux entreprises, à nos partenaires qui investissent en France, stop au braconnage. On ne veut plus de braconnage. On veut toujours des investissements et on veut continuer d'attirer des investissements étrangers. C'est bon pour notre économie, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, on se dote d'outils de défense de nos intérêts, de protection, comme on ne veut plus, c'est un peu plus d'1 minute, mais que des pays nous mettent une pression inacceptable pour nous tordre le bras politiquement. Regardez ce qui se passe entre la Chine et la Lituanie, vous avez peut-être suivi ça. La Lituanie a décidé d'accueillir un bureau de Taïwan, un bureau diplomatique. En représailles, la Chine a fermé
toute l'entrée, tout produit en entrée en Chine, à fermer la Chine aux produits lituaniens, pour faire plus clair. C'est inacceptable. Ça s'appelle de la coercition. C'est-à-dire on met de la pression commerciale et économique à des fins politiques. Eh bien, on est en train de travailler à un outil dit anti-coercition qui nous permettra de dire à nos partenaires, si vous voulez jouer à mettre de la pression politique, pression commerciale et économique à des fins politiques, on aura le moyen de représailles. Comme on ne peut plus accepter que certains pays nous empêchent de commercer avec qui on veut. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas commercer avec Cuba, avec l'Iran, parfois avec d'autres pays, parce que les États-Unis nous disent aujourd'hui « non, ça ne nous plaît pas ». Eh bien ça, c'est fini. Il faut qu'on affirme notre souveraineté européenne, que nous puissions, en étant libres, responsables, commercer avec qui on veut et faire en sorte que nos entreprises soient dans une concurrence loyale avec leurs partenaires commerciaux du monde entier. Parfait, je crois qu'on vous a saisi sur ce coup-là. On va ouvrir la dernière séquence économique qui nous tenait vraiment à cœur, une séquence attractivité, une séquence dédiée au Made in France, au Made in Provence, qui parle de nos savoir-faire. Merci de votre patience, Madame Laure Isnard. Vous avez attendu un peu pour prendre la parole. Pierre Isnard, pardon. Vous êtes directrice générale de ce fleuron que sont les calissons du roi René qu'on adore tous. Et vous êtes également représentant des entreprises du patrimoine vivant. Vous aviez une question pour le ministre. Oui, tout à fait. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Tout d'abord, je tenais quand même à vous remercier donc l'État, la région, parce qu'effectivement, avec le plan de relance France Export, on en a bénéficié. L'export, l'international reste un défi pour notre entreprise, mais on a bénéficié par exemple des chèques relance export qui nous ont permis récemment de faire une mission à Dubaï et également le salon de la confiserie à l'ISM à Cologne. Donc ça, je pense qu'il faut le souligner. Et là, je parle plus au nom de ce label, le label Entreprise du patrimoine vivant. La confiserie est labellisée depuis 2012. Donc on est une entreprise centenaire, on porte notre patrimoine provençal, les calissons, les nougats de Provence, comme une centaine d'entreprises dans notre région qui portent également ce label et plus de 1000 entreprises en France. Ma question est assez simple. Ce label aujourd'hui, il est beaucoup porté par les entreprises. Notamment, on a créé notre association régionale l'année dernière. Vous parliez de collectif, on y croit beaucoup également. La volonté, c'est de créer des synergies, de se fédérer. Mais comment l'État, puisque c'est un label d'État, comment l'État peut davantage faire connaître ce label qui représente vraiment l'excellence française, puisqu'il distingue les savoir-faire rares et d'exception de nos entreprises artisanales et industrielles en France. Quelles actions peut mettre en place l'État pour davantage de faire rayonner à l'international ? Très bien, c'est une question très importante aussi. D'abord, les entreprises du patrimoine vivant, elles me tiennent particulièrement à cœur puisque, en tant qu'ancien ministre de la Culture, j'avais aussi beaucoup travaillé pour structurer la filière et vous donner les moyens de mieux vous déployer en France et à l'international. Ce sont des entreprises qui, de par leur savoir-faire, de par leur expérience, de par leur image de marque, non seulement sont utiles dans l'économie française, mais contribuent au rayonnement global de la France, contribuent à l'image de la France dans le monde. Et donc vous avez un rôle absolument clé pour notre économie et pour nos exportations. Mais vous êtes évidemment souvent dans des tailles petites, modestes, moyennes, parfois beaucoup plus grandes. Il y a des grands groupes de luxe, notamment, qui sont dans des entreprises du patrimoine vivant. Et donc, il y avait une diversité d'acteurs qui fait que l'accompagnement est souvent plus compliqué que pour d'autres secteurs d'activité. Alors, ça passe d'abord par une meilleure communication, justement, de cette spécificité et de vos savoir-faire. Et c'est ce que nous essayons de faire, et j'en ai la responsabilité, en travaillant sur la communication sur la marque France, la marque Pays France, et les marques filles de cette marque France, qui sont révélateurs ou révélatrices des savoir-faire français. Il y a la fameuse marque French Tech, il y a la marque French Fab, il y a la marque French Healthcare sur les métiers de santé. Et sur les entreprises du patrimoine vivant, secteur par secteur, nous essayons
de développer cette communication de marque. Je pense par exemple à Test France pour ce qui concerne la gastronomie. Vous avez sûrement, je ne sais pas si vous êtes partie prenante de l'e-vitrine produits agroalimentaires, si vous avez vos produits. Bon, voilà. Et donc, on investit par exemple beaucoup dans de la communication pour cette e-vitrine, pour qu'en mutualisant les moyens, en mettant des moyens d'État et en mettant justement des moyens importants, on permet à des entreprises qui n'ont pas forcément les mêmes moyens eux-mêmes de pouvoir communiquer dans le monde entier sur leur présence Internet, de pouvoir le faire beaucoup plus facilement. C'est un exemple, c'est-à-dire c'est d'accompagner en termes de communication et d'accès à des marchés internationaux ces entreprises par des moyens spécifiques de communication ou de distribution. C'est aussi en mettant en place des corners dans les grands salons internationaux, soit virtuels, parce qu'avec le Covid, on sait qu'il y a beaucoup de marchés ou de salons qui sont faits d'une façon virtuelle, de mettre des corners de produits français, et notamment avec le label Entreprise du patrimoine vivant. Ça, c'est sur la partie communication, accompagnement à l'international. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ensuite, il y a l'accompagnement, la formation. Parce que les savoir-faire qui sont les vôtres sont des savoir-faire qui nécessitent des qualifications, une transmission de cette qualification. Et une partie de la politique sur l'apprentissage vous bénéficie. Vous savez que le président de la République a souhaité mettre le paquet sur l'apprentissage. On n'a jamais eu autant d'apprentis en France, 712 000 en 2021, ce qui est absolument historique. On en avait 500 000 en 2020 et on était plutôt à 300 ou 350 000 historiquement. Donc en mettant de l'argent sur l'apprentissage, on vous donne les moyens d'avoir recours à des apprentis pour pouvoir ensuite transmettre vos savoir-faire à des jeunes et à des recrues nouvelles. Nous avons justement 10 apprentis actuellement dans l'entreprise qui compte 80 salariés. 10 donc 10. Ah, c'est formidable. Bravo pour ce que vous faites, parce que je sais que c'est un investissement de l'entreprise important. Mais vous avez vu qu'on met beaucoup d'argent pour vous permettre d'avoir la formation pour les jeunes. À un moment donné, ce qui fait la force des entreprises du patrimoine vivant, le nom est clair, c'est la capacité des femmes et des hommes à l'exceptionnel, à produire des biens et voire des fois des services qui sont reconnus dans le monde entier et qui apportent quelque chose de formidable. Et ces compagnons, ces femmes et ces hommes qui ont un savoir-faire exceptionnel, bien souvent, elles n'ont pas la possibilité de le transmettre. Et donc, en accompagnant les entreprises notamment qui font le jeu de la transmission, qui jouent le jeu de la transmission, eh bien, on contribue à pérenniser, voire à développer la qualité et la quantité de vos ressources humaines qui sont la clé, particulièrement dans une entreprise du patrimoine vivant. Et il y a bien d'autres leviers pour accompagner ces entreprises. On a restructuré les filières, on a simplifié les filières, parce qu'il y avait un accompagnement qui était très complexe. Alors ça ne se voit pas forcément sur le terrain encore, mais on a essayé de faire en sorte que les filières des entreprises du patrimoine vivant soient mieux organisées au service des entreprises. Les faire rayonner, c'est bien. Les protéger, c'est aussi essentiel. On a vu qu'on avait eu des problèmes il y a quelques années sur le calisson et on a des problèmes sur l'appellation Champagne. Oui. Comment protéger tout ça? Je crois que Pierre-Emmanuel, vous avez une question là-dessus. Sur la technologie aussi, il faut se protéger. Oui, s'ouvrir à l'extérieur, c'est super important. Vous l'avez très bien dit, le commerce extérieur est essentiel. Aujourd'hui, on a des puissances, et vous avez partiellement répondu déjà à la question, c'est avec les puissances chinoises, japonaises, alors c'est pas pour faire du naming, mais ont une puissance technologique qui est assez intéressante et assez importante. La France, j'en suis persuadé, a aussi ce pool d'experts et ce pool de connaissances pour pouvoir l'exporter. Maintenant, comment vous allez accompagner ces nouvelles technologies qui vont s'ouvrir à l'extérieur? Comment on va réussir à se faire protéger correctement? Il y a du brevet. Nous, on a une 60aine de brevets. C'est énorme pour une start-up de 15 personnes. On a été justement félicité par l'INPI pour le nombre de brevets qu'on dépose régulièrement. Maintenant, une fois qu'on sort, on est 15 personnes, la capacité d'un groupe ou d'un regroupement d'entreprises chinoises, japonaises, alors je ne fais pas de naming particulier pour les pays, mais en tout cas, ont une capacité bien plus importante que nous on a. Comment vous pouvez nous accompagner là-dessus? Parce que finalement, on a envie d'aller à l'extérieur, mais on a aussi un petit peu peur de se faire piquer une idée, parce que lorsqu'on se la fait piquer, c'est difficile d'aller la chercher
Une idée, une marque ou une appellation. Bien sûr. Vous connaissez bien déjà le sujet, manifestement. D'abord, il faut déposer, il faut se faire protéger sa marque, protéger ses innovations. L'INPI joue ce rôle avec des partenaires européens, des partenaires dans le monde entier. Et donc ça, c'est la clé et c'est le début, c'est le commencement de la protection. L'INPI, moi, j'ai souhaité en faire un partenaire de la Team France Export. Et j'incite beaucoup les conseillers Team France Export de parler des questions de propriété intellectuelle, aux PME notamment, qui n'ont pas forcément l'aussi bonne connaissance que vous de ces questions-là. Deuxièmement, il faut donner les moyens à l'INPI de défendre ces protections dans le monde entier. Et là, on est convaincu que ce n'est pas simplement la France qui peut le faire, c'est l'Europe. Et c'est pour ça, là aussi, pardon de le dire, mais enfin, c'est la vérité, sous influence française, a été créé au sein de la Direction générale du commerce en Europe un procureur commercial avec des équipes qui visent à s'assurer que les engagements de nos partenaires commerciaux sont respectés, les engagements qu'ils prennent dans les accords commerciaux, d'ouverture des marchés, de respect des engagements en matière de conventions sociales et aussi de respect de la protection des technologies, la protection des innovations, la protection de la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, vous êtes... Oui, pardon ? Si je peux me permettre sur ça, peut-être qu'aussi il faut profiter de la présidence de M. Macron à l'Europe pour essayer d'uniformiser ces dépôts de brevets, pour avoir un office de brevets européen. Je pense que vous allez le dire, mais en tout cas, c'est essentiel pour nous. Une start-up qui dépose dans une vingtaine de pays, c'est une problématique, ça coûte beaucoup d'argent. Si on avait un seul et unique guichet, ça serait quand même beaucoup plus facile pour nous. Tout à fait juste. À faire Tout à fait juste. Et donc ce procureur commercial, il est à votre disposition pour ce sujet de la propriété intellectuelle comme sur tout sujet. Vous avez le sentiment que vous êtes victime d'une pratique déloyale ou d'un non-respect par un partenaire d'État ou par un État ou un partenaire privé avec lequel vous travaillez à l'export. Vous avez une plateforme, un site internet qui permet, et ensuite des échanges, qui permettent de vous faire défendre par l'Europe, en lien évidemment avec la Team France Export, d'une façon très efficace, et notamment sur ces questions de propriété intellectuelle. Ensuite, concernant la simplification et l'harmonisation des processus de protection, c'est en cours, c'est complexe évidemment parce qu'il y a une multitude de législations, mais c'est en cours et vous avez tout à fait raison. Si on peut faire gagner du temps et de l'argent aux entreprises pour se protéger au moins déjà dans tous les pays de l'Europe en une seule fois, ça serait évidemment beaucoup plus simple et nous y travaillons. Ça, c'est pour, je dirais, les innovations qui touchent votre secteur. On parlait tout à l'heure des entreprises du patrimoine vivant, c'est la même chose pour un certain nombre d'innovations, mais c'est vrai aussi pour la gastronomie, tout ce qui concerne, je dirais, les appellations d'origine protégée, les AOP, ou ce qu'on appelle les indications géographiques, d'ailleurs de produits qui sont des produits agroalimentaires et de plus en plus d'autres produits. Je pense les parapluies de Cherbourg, par exemple, on a besoin de mieux les protéger, et c'est ce que nous faisons systématiquement dans les accords commerciaux, ou même d'une façon globale dans les négociations avec nos partenaires commerciaux, nous sommes de plus en plus exigeants sur la protection des indications géographiques. Nous venons d'avoir, il y a quelques mois, un accord avec la Chine pour mieux protéger les indications géographiques européennes. Et dans tous les accords commerciaux nouveaux, systématiquement, maintenant, il y a une part de protection des indications géographiques beaucoup plus importante. C'était le cas, par exemple, avec le CETA, avec le Canada. Vous savez qu'on a signé un accord commercial avec le Canada récemment, qui est d'ailleurs très profitable pour les entreprises européennes et notamment françaises qui exportent beaucoup plus au Canada que précédemment. Et en plus, il se trouve qu'on a un excédent qui s'est renforcé avec le Canada, et notamment dans l'agroalimentaire grâce à la protection des appellations d'origine protégée. J'étais le maire de Coulommiers, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je me suis battu, pour l'instant je n'ai pas réussi parce que c'est très complexe, à essayer d'obtenir pour le brie de Coulommiers l'appellation d'origine protégée, comme là le brie de Meaux et le brie de Melun. Pour des raisons juridiques, je vous épargnais, on n'a pas réussi. Mais je suis très sensible à ces questions de protection des indications géographiques et plus largement des protections de la propriété intellectuelle. Pourquoi aussi? J'ai été le rapporteur, quand je suis rentré à l'Assemblée nationale, de la loi Hadopi, vous avez peut-être entendu parler. C'était une loi pour protéger les auteurs sur Internet du piratage, c'est-à-dire du vol de leur création artistique sur Internet. Et l'action a consisté à être plus sévère avec ceux qui pirataient, mais aussi permettre que les offres légales se développent pour qu'on puisse télécharger légalement ou avoir accès sur Internet
aux œuvres de l'esprit plus facilement et d'une façon légale. Juste un mot Dernière quand même que je dois souligner, puisque justement le Calisson-Dex est en cours là d'obtention de l'IGP. Donc on a déposé notre dossier auprès de l'INAO et donc là on est en première commission d'enquête. Donc on espère effectivement cette reconnaissance de notre label qui nous permettra de nous protéger davantage, puisqu'il y a quelques années, en fait, les Chinois avaient essayé de déposer la marque Calisson-Dex. Et on a récupéré notre marque puisqu'on a mené une démarche assez longue et coûteuse d'ailleurs en tant qu'union des fabricants du Calisson-Dex dont je suis la présidente. Et aujourd'hui, effectivement, on est très heureux d'être arrivé à déposer ce dossier parce qu'on parlait de démarches assez lourdes. C'est vrai que c'est se monter en ODG et déposer une IGP, c'est quand même assez compliqué quand on est des petites entreprises. Voilà. Mais en tout cas, c'est la clé. Bon, bravo, vous êtes sûr, c'est une bonne démarche. Félicitations. Madame Pires-Esnard, vous avez une boîte de Calisson tout à l'heure à offrir à Monsieur le Ministre. Bon. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait. Avant la réunion. Oui. Parfait. On va terminer, Monsieur le Ministre, par quelques toutes petites questions d'actualité. Allez, tout d'abord, la candidature d'Emmanuel Macron, c'est pour quand? Le plus vite possible ou le plus tard possible, selon vous? Bon, quand il le sentira. Et moi, je souhaite que, évidemment, il soit candidat. On voit bien qu'il y a une actualité là entre la crise sanitaire, la crise énergétique, la crise géopolitique, ce qui se passe en Russie. La présidence française, où il y a un certain nombre d'événements très importants qui sont organisés par le président. Hier, il y avait le One Ocean Summit, qui est d'ailleurs un succès assez exceptionnel, où le président a réussi à rassembler ONG, bénévoles d'associations, pouvoirs publics, chefs d'État, patrons de collectivités territoriales ou patronnes de collectivités territoriales pour parler de la biodiversité dans l'océan, de la préservation de l'océan, de cette formidable atout et formidable patrimoine qu'est l'océan. Et donc, il est mobilisé sur ce genre de sommet. Il y aura, ça a été dit tout à l'heure, le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine la semaine prochaine. Bref, un agenda très dense et très chargé. Donc on ne connaît pas la date de son avance. Et donc le moment venu, et moi, de toute façon, vous savez, on se rapproche tous les jours de l'élection, donc s'il prend la décision de se présenter, ce que je souhaite, ça sera dans un délai court. C'est important qu'il se présente, parce que nous avons besoin de continuer ce travail de transformation du pays qui a été commencé. Nous avons besoin de bénéficier de l'expérience qu'il a acquise maintenant avec un quinquennat qui a été riche de rebondissements, si je puis dire, avec des crises nombreuses, mais il a acquis une solidité, une expérience, un leadership européen et dans le monde entier dont la France a besoin. Et cette compétence, cette expérience, je suis convaincu que notre pays en a particulièrement besoin pour relever tous les défis nombreux qui sont devant lui, en matière économique, en matière commerciale, en matière sanitaire, en matière géopolitique, en matière de recherche, en matière de sécurité, en matière d'immigration. Et le président Macron, je pense, a aussi, et c'est un point qui pour moi est très important, une vision du pays, de la société, qui est la plus juste des candidats. Alors justement, parlons de la société aujourd'hui et de ce convoi des libertés, des milliers de personnes aux portes de Paris qui crient leur colère. Le président de la République appelle à la bienveillance. Mais cette colère, vous la comprenez ou elle vous paraît inutile en ce moment? Écoutez, ça fait 2 ans que nos compatriotes font face à une crise sanitaire qui a privé une partie de leur liberté, qui a créé des drames dans des familles avec des gens qui sont disparus, avec des gens qui sont décédés, avec des gens qui ont été malades, avec des complexités dans la vie au quotidien. On comprend qu'il y a une lassitude et parfois une colère. Après, régler la question sanitaire simplement en faisant preuve de colère ne règle pas le problème. Et donc nous appelons effectivement au calme et nous appelons bien évidemment à la compréhension mutuelle, à l'écoute, au dialogue, mais à la fermeté dans le respect de ce qu'est nos valeurs et nos lois. Et en tout cas, nous pensons que les Français ont fait des efforts considérables, ils ont été exemplaires, ils ont respecté pour leur immense majorité toutes les
mesures qu'on leur a demandé de respecter, avec beaucoup de calme et beaucoup de responsabilité. Je crois qu'on peut être fier aujourd'hui de nos compatriotes et de la façon dont ils se sont comportés dans la crise. Après, il peut y avoir des excès de colère, des excès de lassitude. On entend ça, mais on appelle au calme. Allez, dernière question, Monsieur le Ministre. Marseille, vous y êtes pour quelques jours. Marseille en grand, c'est le grand projet annoncé par le Président de la République ici même en septembre dernier. Est-ce qu'on aura un signe fort avant le premier tour de l'élection présidentielle, un gage de confiance de ces belles promesses pour qu'elles se réalisent? Je crois que les belles promesses, elles se réalisent tous les jours, dans les dossiers qui sont mis en œuvre, que ce soit les écoles, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des effectifs de police, tous les dispositifs qui ont été prévus dans le plan présenté par le Président de la République, en lien avec la mairie, en lien avec les acteurs locaux, pour faire en sorte de régler le maximum de problèmes de Marseille. Et plus largement, inscrire Marseille dans l'avenir. Le Président de la République, vous savez, a fait de Marseille justement une priorité. Il le démontre tous les jours. Je ne sais pas s'il y aura une surprise avant le premier tour ou pas. Je n'ai pas de réponse pour ça. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que régulièrement, nous parlons de Marseille et de la façon dont le territoire surmonte ses défis, y compris dans la partie commerciale. Et vous savez, je suis venu déjà plusieurs fois à Marseille en tant que ministre de la Culture, ministre du Commerce extérieur. Là, je passe 4 jours, avec notamment mardi une grande réunion avec les acteurs de l'export de Marseille et de la région, parce que nous voulons vraiment faire de Marseille le fer de lance de la politique commerciale et de notre commerce extérieur vers la France, mais aussi vers l'Afrique. Merci beaucoup, merci Monsieur le Ministre, merci à vous. Marguerite, merci Geneviève, merci à nos 6 lecteurs qui étaient présents ici dans le studio de la Provence. Le Face aux lecteurs, c'est évidemment 2 pages à retrouver demain dans la Provence. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci.